donc ce savoir scientifique, il est souvent prisonnier des universités, prisonnier, enfin, on va dire, de la recherche et développement, souvent inaccessible aux entreprises. Et avec la transformation de la durabilité, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de faire rentrer les scientifiques dans leur entreprise. Parce que sinon, en termes d'adaptation, en termes de carbone, ces entreprises vont faire beaucoup de bêtises. Parce que s'il y a bien une boussole à cette transformation dont on parle là aujourd'hui, c'est bien la science. Alors concrètement, c'est quoi cette équipe de scientifiques aussi? Parce qu'on parle de sismologues, d'hydrologues, des écologues, Et en fait, déjà, on se dit, quand je suis petit, est-ce que je me dis, je vais faire un PhD sur les éboulements de terrain ou sur les feux de forêt? C'est assez niche, en fait, en termes de débouchés. On se dit, tiens, il faut quand même un pari. Et en fait, au quotidien, c'est passionnant. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode en studio de FinScale. Je suis aujourd'hui avec Antoine Denoy et Marianne Vincent de AXA Climate. Bonjour à tous les deux. Bonjour Solène. Ravie de vous retrouver pour enregistrer un épisode sur AXA Climate. Oui. C'est original. C'est original. Ça aurait été embêtant de venir pour autre chose. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, l'un et l'autre, de vous présenter à notre audience? Marianne. Merci Antoine. Bonjour Solène, bonjour à tous. Marianne Vincent, moi j'ai rejoint AXA Climate en juin, donc assez récemment. Avant ça, j'avais passé 15 ans dans la finance et de passer du coup de la finance à la finance verte en 2020. J'ai rejoint Carbone 4 en tant que directrice générale de Carbone 4 Finance à faire des données climat et des données biodiversité. Ensuite, j'ai tenté l'aventure entrepreneuriale en rejoignant Sweep, en développant un module aussi pour les acteurs financiers, avec le module pour justement adresser tout ce qui est émission de portefeuille d'investissement et les reporting ESG. Et voilà, et donc très contente de rejoindre AXA Climate en tant que directrice de la finance durable. Top. Parfait, donc mon nom c'est Antoine, donc moi j'ai la joie de lancer AXA Climate il y a 5 ans maintenant, en marge de l'Empire AXA, la joie aussi de recruter des talents comme Marianne, et nous ce qu'on fait chez AXA Climate, j'en dirai quelques mots, mais c'est fondamentalement aider les entreprises et les investisseurs sur la notion d'adaptation climatique. Donc voilà, depuis 5 ans, et avant j'ai un passé d'entrepreneur, je suis plutôt de la vague de la transfo digitale et data de l'époque, et j'ai viré ma cutie sur le climat à peu près il y a 5 ans, donc plutôt récemment. Top. Alors j'aimerais justement que tu prennes un petit peu de temps pour nous parler la naissance de AXA Climate. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours en tête que développer des nouvelles idées au sein des grands groupes, c'est parfois super compliqué. Ayant travaillé moi-même dans des grands groupes financiers, donc je suis très très curieuse de savoir comment tu as réussi, parce que tu étais vraiment le sponsor du projet en interne au départ, à convaincre chez AXA. Je ne sais pas comment tu t'y es pris. Est-ce que tu peux nous décrire ces moments, ces premiers instants, premières années d'AXA Climate? Alors oui, c'est vrai que ça tient du miracle souvent, et c'est vrai qu'on a un étrange animal dans la galaxie des groupes du CAC 40, mais c'est vrai qu'on a eu le mérite d'exister, et depuis 1 an, on est maintenant 250, donc on s'est bien développé depuis 5 ans. Et comment ça s'est passé? C'est souvent une question humaine en fait. J'ai été recruté chez AXA France en 2014 par le management de l'époque sur des enjeux de transfo digital, et je me suis beaucoup plu chez AXA France après avoir entrepris dans le digital, et donc j'ai vraiment mangé du AXA, mangé de l'assurance, mangé les problématiques d'assurance, et je m'y suis passionné, et j'avais à la fin la chance d'avoir un management conséquent, parce que malgré mon jeune âge à l'époque, j'avais à peu près 3000 personnes et une place au COMEX AXA France, mais j'étais en train de m'éteindre petit à petit parce que il me manquait probablement un peu de sens, et puis j'y reviendrai. J'avais à cœur de créer quelque chose qui bouleverse un peu la façon de s'organiser et de travailler ensemble, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et donc en 2018, quand j'ai dit à AXA que je comptais un peu quitter pour reprendre un peu l'entrepreneuriat, et bien j'ai eu la chance de les convaincre de lancer ça chez AXA. Donc AXA Climate, c'est 100% AXA en termes d'actionnaire, mais 100% autonome. Et donc ça a été la capacité de me lancer. Alors je me suis lancé au début sans rien connaître au climat. Quand tu dis ça c'est quoi? T'as vendu quoi à ton COMEX? J'ai vendu l'idée de faire quelque chose d'important pour AXA sur l'enjeu du climat. Okay. Et donc j'ai démarré avec 5 souscripteurs qui faisaient une assurance qu'on appelle l'assurance paramétrique satellitaire, où sans embêter nos éditeurs... Non mais ça les intéresse. Alors j'y vais, mais si tu me lances sur l'assurance, ça va prendre quelques minutes, je taquine quelques secondes.
Fondamentalement, le métier de départ d'AXA Climate, c'est une assurance satellitaire. Donc, quand il y a des grands pépins climatiques dans le monde, inondations, feux de forêt, on a cette capacité à observer ça depuis le ciel avec les satellites et donc de rembourser d'indemniser très vite au bout de quelques heures. Ça, c'est la petite rupture technologique de départ. Et donc, je suis parti d'une équipe de 5 et j'ai dit à AXA, en fait, ce qui est intéressant derrière cette assurance paramétrique, c'est qu'elle est au service d'une mission plus grande qui est celle de l'adaptation. Et ça va concerner tout le monde et tous nos clients. Et donc, laissez-moi investir une première somme d'argent conséquente au démarrage pour développer d'autres activités que cette assurance. Et donc petit à petit, au fil des années, en fait maintenant on est 250, on a un bon tiers de scientifiques, climat et agronomie. Et on est au service de cette mission d'adaptation dont je te dirai quelques mots si tu me laisses en parler, à travers 4 activités, l'assurance, métier historique, la formation, le conseil et le logiciel avec Altitude. Et donc qui l'eût cru, mais AXA, il se trouve qu'AXA est le leader européen de la formation et la durabilité dans les entreprises. On est devenu une vraie boîte de production audiovisuelle. C'est top. Et on nourrit des millions de collaborateurs sur la prise de conscience autour des enjeux de durabilité, de biodiversité et de risques climatiques. Donc on a construit finalement à la fin un étrange animal qui a 4 activités assez différentes, mais dont le point commun est cette mission d'adaptation. Top. Alors, est-ce que dès le départ, tu étais autonome avec ta petite équipe, vous étiez déjà une filiale, ou est-ce que vous avez entrepris dans votre coin? Comment est-ce que le COMEX finalement t'a fait confiance? Est-ce que c'était à 100% confiance? Comment t'as réussi à te sortir en fait de l'existant? Au début d'une aventure intrapreneuriale, c'est important de sortir de l'ambiguïté, et c'est souvent la plus dure. Et en fait, on m'a dit mais il faut que tu bosses avec les entités AXA, il faut que tu bosses avec l'extérieur. Et dès le début, j'ai dit non, ma mission c'est de bosser avec l'extérieur pour les clients, le marché. Et dès le début, j'ai dit il y a une ligne rouge pour que je réussisse, c'est la culture. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une autonomie sur la partie RH, financière et IT. Et cette ligne rouge a toujours été respectée. Mais chaque année, d'une certaine manière, c'est ma responsabilité de rendre compte à AXA d'indicateurs business, de rentabilité. Et donc, AXA Climate, c'est pas du tout un centre d'innovation pour l'innovation. On est là pour créer des activités qui marchent. On fait à peu près une 40aine de millions de revenus, en partant de zéro quand même il y a quelques années, assez équilibré sur ces 4 activités que je vous ai présentées. Et donc le gage de confiance, parce que la confiance ça se décrète pas, c'est in fine d'arriver à montrer des gages de réussite financière, économique, pour finalement avoir un actionnaire qui est AXA toujours plus avec moi, ce qui est le cas actuellement. Alors, vas-y Marianne, j'allais poser une question. Juste pour rebondir, c'est vrai que moi aussi, comme toi, j'ai travaillé dans des grands groupes bancaires avant, et donc tout ce qui est un peu entrepreneuriat, test de petites start-up en interne, souvent ça meurt un peu dans l'œuf parce que il y a la grande culture du groupe avec beaucoup de contraintes IT, de contrôle, qui finalement n'aide pas à faire développer, émerger les projets et justement avoir cet axe vers l'extérieur tout de suite. Et donc c'était assez dubitatif quand justement j'ai passé les entretiens en disant est-ce que ça marche vraiment, parce qu'en fait j'en ai vu beaucoup en fait des expériences qui ont finalement fait un peu pchit par le passé. Et quand j'ai rencontré Antoine et j'ai parlé aux équipes, et maintenant que je le vis au quotidien, il y a vraiment cette autonomie. C'est-à-dire que il y a le soutien et la confiance, mais qui se gagnent, comme disait Antoine, au quotidien. Mais il y a vraiment cette autonomie de fonctionner, rien que pour l'IT et les process. Quand on était dans des grands groupes, et des grands groupes comme AXA, on sait à quel point ça peut déjà être lourd en fait pour les équipes, pour l'innovation. J'allais dire dégénéré. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais oui, mais en fait, on le sent pas du tout au quotidien. On sent vraiment qu'il y a une autonomie de travailler, une autonomie de culture, une autonomie de pensée, et quelque part des autonomies aussi de tester des nouvelles choses et de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ouais, donc c'est cette histoire de culture, parce que j'allais y venir, si tu permets juste, Marianne, toi qui as travaillé dans des grands groupes, puis chez Sweep, qui est vraiment une start-up et qui retourne chez AXA Climate, comment tu décrirais cette culture d'entreprise? Parce que c'est vraiment, je pense que tout tient à ça en fait. Bon courage. Non, mais c'est vraiment une start-up dans un grand groupe, mais je vais dire sans les contraintes de la start-up. C'est-à-dire qu'on a quand même cette... un actionnariat que ça soit fort, en interne et en externe. C'est-à-dire qu'en interne, on sait qu'on a effectivement le soutien du groupe et que financièrement, on a les moyens de développer un outil et des équipes qui fonctionnent avec des scientifiques qui sont là pour faire de la recherche-développement. Souvent, quand on est un peu limité en termes de cash et de trésorerie, on passe plus de temps à faire de la commercialisation et moins sur la R&D. Là, du coup, on a quand même cette chance de pouvoir le faire. Et vis-à-vis de l'extérieur aussi, le fait qu'on soit backé par un grand groupe, ça rassure beaucoup les clients. Évident. En termes de, surtout quand on est une plateforme SaaS comme Altitude, c'est on sait que vous allez durer. On sait que vous utilisez aussi les modèles du groupe en tant qu'assurance. On sait que vous allez continuer à investir. On sait que vous ne serez pas racheté dans 2 ans. Vous n'allez pas disparaître dans 3 ans. Donc quelque part, prendre des contrats sur plusieurs années, vous faire confiance, savoir que vous allez continuer à innover, ça rassure en fait aussi. Clairement.
je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Alors tu parlais tout à l'heure Antoine des 15 scientifiques. Moi j'étais intéressée de savoir de quel type de scientifiques on parle. Alors le geste d'AXA Climate, il est important pour les auditrices et les auditeurs. C'est vraiment un geste où on met des cartes et on projette des actifs physiques à 2030-2050. Des parcelles agricoles, des sièges sociaux, des usines. Et donc, on projette quoi ? Donc, j'en viens à ta question. On projette un savoir scientifique. Les sécheresses, les inondations. Et donc, la vingtaine de scientifiques qu'on a sont des experts, chacun d'une discipline scientifique physique. Spécialiste de l'atmosphère, spécialiste du sol. Et c'est la conjonction de ces différents savoirs scientifiques qui nous permet finalement, pour une usine donnée, de dire, en fait, à 2030, voilà à quoi tu vas être exposé dans ton territoire. Et pas uniquement d'ailleurs sur le climat, tout l'enjeu de la durabilité, c'est d'être systémique et donc d'embrasser aussi la biodiversité, l'eau, l'azote, l'usage du sol et toutes ces dimensions et ces cycles naturels qu'on a cassés, nous, par nos activités humaines. Et donc ce savoir scientifique, il est souvent prisonnier des universités, prisonnier, on va dire, de la recherche et développement, souvent inaccessible aux entreprises. Et avec la transformation de la durabilité, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de faire rentrer les scientifiques dans leur entreprise. Parce que sinon, en termes d'adaptation, en termes de carbone, ces entreprises vont faire beaucoup de bêtises. Parce que s'il y a bien une boussole à cette transformation dont on parle là aujourd'hui, c'est bien la science. Alors concrètement, c'est quoi cette équipe de scientifiques aussi ? Parce qu'on parle de sismologues, d'hydrologues, des écologues, Et en fait, déjà, on se dit, quand je suis petit, est-ce que je me dis, je vais faire un PhD sur les éboulements de terrain ou sur les feux de forêt ? C'est assez niche, en fait, en termes de débouchés. On se dit, tiens, il faut quand même un pari. Et en fait, au quotidien, c'est passionnant, en fait, de leur parler, parce que leur quotidien, c'est de mettre à jour les modèles, regarder les sources de données qui sont les plus pertinentes, de parler aux clients. En fait, une des grandes forces aussi d'AXA Climate, c'est de se dire à un client, vous avez une question, en fait, pourquoi on utilisait ce modèle sur les feux de forêt ? En fait, on n'a pas trouvé ce qu'il y avait de mieux sur le marché, on l'a développé nous-mêmes, on fait plein de publications. En fait, du coup, ça rassure cette expertise et de pouvoir donner aussi accès à cette expertise à nos clients. Ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée, en fait. Et pour le recrutement, la marque employeur doit être super forte et va attirer forcément des profils. Alors c'est intéressant ta question parce qu'il y a de l'ambiguïté en fait. C'est vrai qu'AXA a une super image et évidemment ça nous permet d'attirer plein de profils chez AXA. Oui. Mais c'est vrai que souvent les gens qui s'imaginent faire du logiciel s'imaginent pas forcément chez AXA non plus. Oui, c'est vrai. Je pense que Marianne se serait posé des questions quant à rejoindre AXA sur un logiciel. Oui. Je pense que ce qui est chouette avec notre aventure, c'est le AXA Climate. C'est cette capacité à jouer un peu sur les deux plans, comme le disait Marianne, c'est-à-dire on fait des vrais business disruptifs, nouveaux, on crée des activités économiques et en même temps on a la solidité, la pérennité d'un actionnaire qui est là pour longtemps. Et sur la durabilité, évidemment que c'est très important d'avoir de la stabilité dans l'engagement. Et donc avoir AXA évidemment à nos côtés, c'est fondamental. Alors j'avais en tête, je ne sais pas si c'était toi qui me l'avais dit ou si je l'ai lu quelque part, vous aviez en tête d'être rentable en 2025, vous l'êtes peut-être déjà. Alors j'ai malheureusement pas cette capacité à t'apporter cette bonne nouvelle parce que nous ne le sommes toujours pas. Okay. Par contre, je tiens officiellement à réitérer la promesse que j'ai faite depuis 2 ans d'y être l'année prochaine. Donc si tu nous réinvites, et tu vas évidemment nous réinviter, on aura l'occasion de célébrer le champagne. Formidable. Mais alors du coup, parmi les différentes 4 lignes de métier que vous avez, laquelle est la plus rentable ? Alors c'est une bonne question. Je dirais que je raisonnerai pas en rentabilité, en marge. Ils ont des marges très différentes. Le conseil n'a pas la marge du logiciel, etc. En termes d'explosivité, je dirais que c'est l'activité de formation qui a explosé. On forme à peu près 6 millions de personnes quand même en Europe sur ces thématiques de durabilité. Il faut imaginer qu'une boîte classique, quand elle fait une fresque du climat, elle enchaîne normalement avec nos contenus. Donc ça a vraiment explosé avec un modèle économique intéressant parce que c'est de l'abonnement, c'est quasiment du Netflix. Une boîte souscrit un abonnement et accès à notre bibliothèque de contenus digitaux, donc à coût marginal. Le logiciel marche hyper bien et l'activité de conseil en fait nous permet de vivre plein de choses avec nos clients et d'apprendre énormément et d'apprendre avec eux. Donc c'est vraiment le laboratoire d'expertise d'AXA Climate et ça vient en rebond nourrir en altitude un logiciel, nourrir notre formation. Donc on n'est pas un incubateur, on a des business autonomes les uns les autres qu'on va monter à maturité. En fait, on est un écosystème, j'aime bien employer cette expression, où en fait on crée énormément de synergie entre ces 4 activités et surtout on demande à ce que ces activités nourrissent en retour AXA Climate, l'écosystème le plus large. Donc c'est vraiment quelque chose de très très imbriqué, très vivant en fait. Donc c'est un animal en effet assez étrange.
Je pense que c'est bien de le préciser parce que souvent c'est un peu le retour que j'avais eu du marché en disant ouais mais AXA Climate c'est facile, ils ont AXA derrière et donc du coup ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, que ce soit en cabinet de conseil ou en SaaS. Et voilà, c'est important de dire que c'est pas non plus la fête des bisounours, c'est que voilà, il y a quand même un objectif de rentabilité, de pérennité, de ce qu'on fait, ça a du sens et il y a un marché, il y a des clients qui sont contents et qui continuent à travailler avec nous et je pense que c'est aussi un message fort de dire que finalement on va être rentable parce que ça marche en fait. Avec quel secteur vous travaillez en priorité ? Alors nous, notre secteur de cœur, et Marianne va me détester, toi aussi probablement, c'est pas le secteur financier à l'origine. C'est embryonnaire, il y a tout à faire. C'est le secteur agroalimentaire. Okay. C'est eux qui ont été d'abord impactés par le climat, en fait, parce que c'est la plante, c'est le sol, c'est la nourriture. Et après, tous les secteurs, mon capitaine, et évidemment le secteur financier est devenu le secteur probablement majeur maintenant chez AXA Climate, parce qu'on a beaucoup de capital qui est déversé sur ces sujets, sans forcément la compréhension des investisseurs sur les sous-jacents physiques. Et la revanche, on va dire, de notre enjeu de durabilité, c'est la revanche de la réalité physique, la revanche de la réalité territoriale. Et donc ça, il faut de la science. Et donc les investisseurs, quel que soit le niveau d'investissement, PI, infra, etc., ont besoin de mieux comprendre là où elles investissent d'un point de vue très géographique, spatial et physique. Et donc je dirais que le secteur financier maintenant est majeur. Il y a une activité, je ne sais pas si tu peut-être en parleras beaucoup mieux que moi, Antoine, mais moi évidemment. Que j'adore en fait chez AXA Climate, on a côté conseil, on travaille beaucoup avec le secteur public et donc c'est pas forcément le secteur public collectivité, ça c'est déjà fait, mais aussi tout ce qui est mandat auprès de la Banque mondiale et d'autres acteurs internationaux pour travailler sur l'adaptation des pays émergents. Et il y a des vrais sujets en fait d'adaptation dans ces pays et le fait de travailler là-bas, je pense que c'est entre le climat, l'adaptation, la nature, les nature-based solutions, etc. Enfin, je trouve que c'est une très belle activité. Et franchement, à chaque fois les projets, moi, je trouve ça bluffant. Il y a plein de trucs chez Climate, c'est un truc de dingue. Et comme on a une culture qui est assez libérée, en fait, la beauté du dirigeant que je suis, c'est d'être surpris aussi au quotidien. Il y a plein de choses dont je suis pas au courant et qui remontent parce qu'on a réussi, je pense, à créer un environnement où les gens sont autorisés à faire et à être eux-mêmes. Et ça change tout. Beau, et c'est pas juste un vœu pieux de bisounours, c'est aussi une capacité à générer de l'économie et du business, en fait. Alors, si on regarde plus précisément avec le private equity, les fonds de private equity, concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors, il y a plusieurs manières de les accompagner. Donc, notre activité de conseil peut les accompagner très, très en amont de j'aimerais bien lancer un fonds climat ou je veux lancer un fonds à impact. C'est quoi ma démarche ESG ? C'est quoi enfin, voilà. Donc, ça peut être de la stratégie très en amont. Ça peut être de faire de la due diligence ESG sur site, de manière très granulaire. Donc, ça va être vraiment toute la partie conseil qui va les accompagner de la création du fonds jusqu'à le pilotage du fonds et même à la partie je dois faire un reporting TNFD, c'est assez innovant, j'ai besoin d'être accompagné. On a aussi sur cette partie-là, on travaille beaucoup avec Tikeo sur l'agriculture régénérative où on a des équipes dédiées au sein d'AXA Climate qui ont aussi des profils agronomes pour les aider à identifier les cibles et à les aider à faire ces due deals ESG, donc c'est vraiment un partenariat. Oui. Donc c'est toute la partie logiciel, alors Marianne. Voilà, mais j'y viens. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est que le petit dernier, c'est Altitude, parce c'est que pas un petit dernier. C'est pas un petit dernier. Bah non, c'est un grand déjà. Dernier qui est arrivé. Il a 2 ans, Marianne. Les miens sont beaucoup plus grands. Et là, non, les miens sont beaucoup plus grands. Altitude, ça a 2 ans. Mais grosso modo, c'est toute cette connaissance sur l'assurance paramétrique. Ces données, ces modèles climatiques, ces modèles financiers, assurantiels, etc. Plus toute l'activité de conseil, de travailler au quotidien avec les fonds, de justement toutes les questions qui se sont posées, toutes les contraintes auxquelles ils font face, nous a permis de créer cette plateforme où en fait on va vraiment accompagner, on a créé la plateforme pour les fonds de private equity et d'infrastructure, mais avec eux aussi en fait. Et c'est vraiment du co-design pour être sûr que ça réponde à leurs besoins. Finalement, ces acteurs, ils étaient quand même assez mal accompagnés dans le passé, parce que y a des data providers listés qui font de la donnée sur les risques physiques, mais au final, c'est vraiment du volume. On achète beaucoup de bases de données à cette level, mais ça va pas forcément répondre aux besoins d'un fonds d'infrastructure qui a eu accès aux porteurs de projets et il veut vraiment rentrer dans le détail. Donc, concrètement, Solène, tu achètes une station de ski, puisque tu as envie d'acheter une station de ski, on est d'accord. Tu arrives sur Altitude. Tu mets la localisation de la station de ski, tu mets son segment, une partie du chiffre d'affaires que tu escomptes dans cette station de ski, et tu as 3 onglets. Un onglet sur la réalité du risque physique,
sécheresse, vagues de chaleur, un onglet sur les risques de transition, évidemment élevés quand on parle d'une station de ski, et un onglet sur la biodiversité. Et donc tu as une capacité en quelques clics, comme le disait Marianne, à comprendre l'ensemble des risques liés à un actif physique que tu t'apprêtes à acheter ou que tu t'apprêtes à monitorer. Donc c'est assez concret et ça permet vraiment de rentrer avec l'actif. On va vraiment accompagner l'acteur de la phase de pré-investissement, depuis la due deal, identifier ce qui est matériel, avoir la validation en comité d'investissement, la gestion de son portefeuille, donc toutes mes portfolios compagnies existantes dans mon portefeuille, comment j'engage un dialogue, comment je les accompagne à mettre en place des plans d'adaptation, que ce soit sur le climat ou la biodiversité, et comment je les accompagne aussi sur faire le reporting TCFD, l'article 29 en France et autres. Super. Mais vraiment d'avoir tout cette cycle d'investissement qui est couvert dans une plateforme pour systématiser et démocratiser l'analyse du risque environnemental. L'idée, c'est qu'on a un business model qui est très innovant, c'est-à-dire qu'on a du screening illimité et utilisateur illimité, ce qui est assez rare en fait pour du SaaS. Tu peux partager à ta famille, Solène. Parce que du coup, l'idée, c'est de se dire, je vais pas penser à deux fois, de me dire est-ce que oui, ça je sais que c'est au bord de la mer, donc voilà, je suis exposée aux niveaux de la mer. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est matériel ou pas pour ton activité? Est-ce que c'est matériel ou pas pour le type d'actif que tu vas financer entre un data center, une éolienne ou un panneau solaire? C'est pas forcément la même vulnérabilité. Donc nous, toute cette connaissance, on l'a prédigérée dans une plateforme pour la faire vraiment très user-friendly, pour que du coup, et les équipes ESG et les équipes d'investissement puissent la prendre en main. Parce que l'idée, c'est vraiment d'équiper toute la société de gestion. Souvent, les personnes ESG se sentent un petit peu seules. L'idée, c'est de vraiment équiper tout le monde et aussi aller jusqu'au bout pour accompagner justement les entreprises en portefeuille à mieux comprendre leurs risques avec des éléments très concrets, que ça soit identifier les aléas climatiques, est-ce que je suis à côté d'une aire biodiversité protégée, d'une espèce protégée, comment voilà, le risque modéliser aussi le risque financier, combien ça va me coûter de pas m'adapter. Donc ça, c'est des informations qui sont hyper intéressantes et que tu peux partager avec un DAF et ça sera plus concret que il va faire un peu chaud, donc grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'avais noté qu'il y avait, ça s'appelle Altitude Finance et vous avez Altitude Industrie. C'est correct ou pas? Alors, on a j'avais ça en Altitude, tête. ouais. On a la marque Altitude qui est effectivement le logiciel, la plateforme SaaS d'AXA Climate. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir vraiment une plateforme par cas d'usage, parce que l'utilisation ne sera pas le même. D'accord. Donc, par exemple, Altitude pour la finance à destination du private market, il va y avoir un module due diligence, un module portfolio management. On va demander des informations financières pour pouvoir modéliser les risques. Et on a développé du coup et on a sorti Altitude Industrie là il y a 2 semaines, parce qu'on est vraiment sur un UX qui sera plus pour les entreprises. Moi, je connais déjà, en fait, j'ai pas besoin d'un module due diligence. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où sont mes usines, mapper mes fournisseurs, mapper ma chaîne de valeur, où sont mes risques systémiques. Si toutes mes pièces détachées sont en Asie et que du coup mon approvisionnement est cassé, qu'est-ce que je fais? Et donc les modèles sont les mêmes, les sources de données sont les mêmes, donc on arrive à peu près aux mêmes les mêmes identifications des risques matériels, mais vraiment c'est à destination des entreprises. Et on a aussi tout un catalogue de mesures d'adaptation. Je suis exposée à des fortes chaleurs, à des inondations, etc. Qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place? Et donc ça va être beaucoup plus... Et on a aussi Altitude Agriculture, hein. D'ailleurs on en parle beaucoup moins. Désolée, j'avais pas. Mais voilà, parce qu'on aime beaucoup l'agriculture. Mais on sera beaucoup plus pour accompagner les coopératives agricoles. Ouais. Et là, on sera sur des données beaucoup plus locales, beaucoup plus granulaires. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à un besoin et de définir une plateforme qui répond au mieux aux besoins. Est-ce que tu pourrais revenir, alors je ne sais pas lequel de vous deux veut en parler, au développement de la plateforme? Est-ce que vous avez fait en interne? Parce qu'il y a énormément du coup de modèles scientifiques à développer. Tu parlais par donc industrie, agriculture, finance. Donc ça demande quand même des connaissances hyper spécifiques sur ces marchés-là. Et puis des types de données aussi probablement, je ne sais pas, différentes. Donc comment vous avez monté ce produit? Les sources de données, sur tout ce qui est aléas climatiques, les modèles climatiques, les sources de données sur l'inondation, les zones sismiques, etc. En fait, ça, c'est commun aux 3 plateformes. On va aller même un petit peu plus loin sur la partie agriculture parce qu'on sera vraiment au niveau des graines, des semences et autres, et du sol et autres. Mais grosso modo, tout ce modèle climatique est commun. Il est interne. Pour répondre à la question, c'est vraiment nos scientifiques internes qui s'appuient sur des modèles d'assurance pour globalement faire un peu mieux que le GIEC. Je pense que le GIEC, c'est ceux qui donnent des indicateurs sur ce qui va arriver à 2030-2050 en termes de risque. Mais il y a besoin de rendre ça beaucoup plus local à quelques kilomètres près. Et donc, c'est vraiment nos scientifiques qui font des écoulements d'eau sur certaines topographies de nos clients pour arriver à préciser vraiment le risque fin pour un actif physique. Et ça, on se repose beaucoup sur notre capacité interne. On a des partenariats scientifiques pour aller embrasser d'autres dimensions, et notamment avec des données publiques sur la biodiversité. On travaille beaucoup avec le Muséum d'histoire naturelle. Et ça, c'est tout le volet scientifique commun à toutes nos plateformes. Et après le dev...
le dev se fait plus ou moins en interne en fonction de la vitesse qu'on veut mettre. Voilà, et tout ce qui marché. est plan d'action, en fait, le plan d'action, disons que sur la partie Altitude Finance, il y a des plans d'action qu'on va déjà mettre en place et proposer pour les participations, peut-être de manière un peu plus high level que la partie industrie qui va rentrer un peu plus de manière granulaire, parce que c'est le corporate qui va vraiment la prendre en main. Mais l'idée, c'est on va s'appuyer aussi sur toutes les missions de conseil, tous les travaux, les études qui a pu être faits sur les différents secteurs d'activité, de qu'est-ce qui est matériel, même en risque de transition. Voilà, on va vraiment s'appuyer sur beaucoup de documentation, toutes nos expertises conseils, et en fait, on va juste rentrer plus dans le détail sur une plateforme ou une autre en fonction des besoins. Mais voilà, et donc pour le développement, en fait, ça dépend. Tout ce qui est développement méthodologique, on va le faire en interne. Il faut se dire aussi qu'il y a quand même une grosse barrière à l'entrée par rapport à d'autres startups qui se mettent sur le risque d'adaptation ou la biodiversité. C'est que, nous, c'est le bilan d'AXA. En fait, on s'appuie aussi sur d'énormément de modèles. Si on se plante sur notre modèle, on se plante aussi sur les remboursements qu'on peut faire sur les aléas climatiques, les catastrophes naturelles. Donc, en fait, on a une richesse et un data lake, mais tellement énorme, en fait, sur les données météorologiques et sur les scénarios que, vraiment, on est vraiment assez avancé sur cette partie-là. Après, sur la partie dev technique en tant que telle de la plateforme, on l'a d'abord externalisé. Comme disait Antoine, au départ, on teste. Donc, avant d'embaucher une équipe de 20 devs, on teste d'abord la rentabilité et puis l'usage de la plateforme. Et puis là, au fur et à mesure, on commence à internaliser de beaux profils aussi, de product manager, de product owner, de dev, d'UX et autres, pour pouvoir justement pérenniser en fait cette connaissance technique sur la plateforme. Alors moi j'ai une question je ne sais pas si vous saurez y répondre, mais quel est le niveau de sensibilisation, est-ce que les acteurs du private equity et de l'infrastructure sont sensibilisés à ces risques climatiques? Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous pensez qu'il faut évangéliser à fond? Où est-ce qu'on en est, si vous regardez par rapport à tous les échanges que vous avez avec les acteurs de l'écosystème? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est récente de tout le marché, entreprises compris, et des investisseurs maintenant, sur le fait qu'il y a un problème de climat. Donc ça, je pense qu'on y est. En tout cas, j'espère, mais des échanges qu'on a, nos investisseurs ont compris. Après, là, il y a une deuxième phase, une fois qu'on a pris conscience, c'est d'aller comprendre le climat 2030 sur les actifs, 2050. On connaît tous la météo du jour. Encore trop peu d'investisseurs s'intéressent au climat à 2030-2050, sur l'horizon finalement qui se rapproche, donc c'est l'horizon de l'investissement. Et donc là, je dirais qu'on est dans cette phase où les données dont on parle sont très précieuses pour venir tangibiliser les risques pour l'investissement. Et la troisième phase qui est de dire comment on enclenche une logique d'adaptation, combien ça coûte en capex et comment on en fait une opportunité de bosser différemment avec les voisins dans le territoire pour dégager des opportunités. Là, on est vraiment à ce moment-là de la maturité dans les plans d'action dont parle Marianne. Après, je pense qu'on peut avoir une réponse un peu suisse en fonction des marchés et en fonction des classes d'actifs. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on parlait climat, on parlait essentiellement faire une empreinte carbone et des plans de décarbe. Les risques physiques, c'était pour certains types d'acteurs, et la biodiversité, on sent que ça commence à devenir un centre d'intérêt, et 2025 ça va s'accélérer parce qu'on a beaucoup de discussions autour de la biodiversité, donc on sent que c'est un sujet qui commence un peu à titiller les acteurs du private equity. Donc du coup là on se dit, en France, en Europe, la réglementation, les échanges qu'on peut avoir, etc. Clairement, il y a un intérêt de plus creuser sur les risques physiques. Ça a été longtemps des missions de conseil. Mais là, en fait, on sent que les acteurs ont envie d'un peu plus maîtriser, être autonomes et avoir accès en fait, à l'information pour mieux la comprendre. Quand on parle aux États-Unis, c'est un peu compliqué en ce moment, grosso modo, et en Asie, on sent que c'est encore un sujet un peu nouveau. Donc ça dépend aussi des géographies et ça va dépendre de la classe d'actifs. Des fonds d'infra, les risques physiques, les aléas climatiques, quand je construis un data center ou une éolienne, c'est beaucoup plus concret que quand je suis un VC et que j'investis dans du SaaS, où là on me dit finalement j'ai pas forcément beaucoup d'actifs physiques, donc c'est pas très pertinent pour moi les risques physiques et j'ai pas forcément de budget à allouer à ce type d'outils. Donc ça va vraiment aussi trouver quels acteurs en ont besoin en termes de maturité, en termes de taille de boîte, de secteur d'activité et autres, de marché. Mais globalement, on sent qu'il y a vraiment de plus en plus envie de comprendre. Et c'est vrai que je suis sur un fonds article 9. Il va falloir que aussi j'explique la méthodologie et d'où viennent les résultats que j'ai publiés. Au UK, maintenant, depuis le 1er janvier, le rapport TCFD est obligatoire avec une partie risque physique. Donc, du coup, les acteurs se sont dit « Ah mince, du coup, il faut quand même que je reporte quelque chose, donc faut que je m'outille. »
Donc il y a plein de sujets entre des besoins très concrets sur l'infrastructure où on sait qu'ils sont exposés à des aléas climatiques et ils ont envie de comprendre et de s'outiller, entre la réglementation qui pousse un petit peu et puis globalement en fait il y a quand même une énorme tendance de marché parce que heureusement la réglementation s'aligne entre SFDR, CSRD où les entreprises en portefeuille vont aussi devoir reporter les risques d'adaptation et la biodiversité. Ils se retournent un peu vers leurs investisseurs quand ils sont des PME ou petites ETI en disant est-ce que vous pouvez m'aider ? Grosso modo, les outils vont beaucoup aider à identifier ce qui est matériel et après où est-ce que je mets mes ressources pour deep dive sur certains sujets. Est-ce que tu as en tête des exemples de sociétés ou de fonds qui, passant par votre plateforme, ont réorienté leur stratégie ou fait des choix assez radicaux pour leur avenir ? En fait, on voit que nos clients, de plus en plus, intègrent le screening altitude avant de passer en comité d'investissement. Okay. Ils font des screenshots de la plateforme, ils identifient ce qui est matériel. Ils posent beaucoup de questions, du coup aussi, parce qu'on a toute la partie vraiment qualitative de plan d'adaptation. Ils posent beaucoup de questions à la portfolio company ou à la target en disant « mais est-ce que vous avez mis ça en place ? Si vous ne l'avez pas mis, qu'est-ce qui se passe ?» On a des témoignages de « ah bah tiens, j'ai identifié cette société qui... qui a un data center, donc du coup j'ai besoin de beaucoup d'eau en fait pour la faire tourner, mais on a identifié grâce à la plateforme qu'à partir de 2030 on allait avoir un problème de ressources en eau. Intéressant. Grosso modo, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'investis pas ? Est-ce que du coup il y a des plans de mitigation qu'on peut mettre en place ? Et donc du coup c'est des discussions qu'ils ont eues et finalement ils ont mis 2-3 choses en place pour pouvoir justement travailler différemment, utiliser moins d'eau et donc du coup ils ont investi mais c'était dans le pacte d'actionnaires. Donc ça ils l'ont fait pré-investissement. Il y avait un autre, ils voulaient investir dans des panneaux solaires exposés à des fortes chaleurs, exposés aussi avec des problèmes de ressources en eau. Les panneaux solaires en fait, peut-être qu'on ne sait pas tous, mais en fait il faut besoin de beaucoup d'eau pour nettoyer les panneaux solaires. Oui. Et donc du coup si on a problème de ressources en eau, du coup c'est compliqué. Oui. S'il fait très chaud, pareil, du coup il y a un problème de productivité du panneau solaire, mais aussi des employés en fait qui opèrent moins bien, qui peuvent moins se déplacer sur les zones. Donc du coup en fait l'acteur a mis en place des robots en fait qui du coup utilisent beaucoup moins d'eau pour nettoyer les panneaux solaires et du coup aussi en forte chaleur, mais en fait c'est pas grave de les envoyer s'il fait 50 degrés. Et en fait ça permet aussi de créer de l'innovation, d'investir un petit peu plus, mais de se prémunir en fait de risques qui vont arriver quand même. 2030 c'est pas si loin, c'est dans 5 ans et ça permet de prendre des décisions d'investissement parce qu'une fois qu'on a investi, après on peut travailler avec l'entreprise derrière pour se dire au moins à l'exit je vais créer de la valeur et ça va être valorisé. Au moins, je revendrai la boîte dans 3-5 ans. Bon, sur l'infra, peut-être un peu plus. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'aider les acteurs financiers et les entreprises à se poser les bonnes questions. Et après, voir comment on creuse et on met les choses en place. Top. Hyper inspirant. Alors, vos prochaines étapes chez AXA Climate, c'est quoi ? Alors moi, je quitte AXA Climate. Non, blague. Moi, l'idée, c'est de continuer à développer AXA Climate, évidemment. J'ai eu un petit coup, tu sais. Je me suis dit, fais pas semblant d'être triste. Personne n'est irremplaçable. Non, plus sérieusement, non. L'idée d'AXA Climate, c'est de venir articuler toutes ces briques d'activité, ces produits, au service d'une même mission qui est celle de l'adaptation de nos territoires. Parce qu'en fait, l'adaptation d'une entreprise n'a aucun sens. L'important, c'est comment l'entreprise contribue à l'adaptation du territoire dans lequel elle est implantée. Parce que quand on cherche à optimiser une ressource en eau, on doit faire avec le voisin. Quand on doit se protéger du feu, on doit faire avec les collectivités publiques. Et donc tout l'enjeu, c'est de venir prendre des territoires. Donc je travaille sur 3 territoires en ce moment. Pyrénées-Orientales sur l'eau, Saint-Omer sur l'inondation et Nouvelle-Aquitaine sur la viticulture. Et de voir comment, quand on combine formation, assurance agricole, altitude et le conseil, comment on réunit finalement pour les acteurs locaux des façons de faire et des façons de s'en sortir. Donc ce sujet est éminemment sérieux parce qu'on parle de viabilité de nos territoires à 2050 en France et à l'étranger, sévèrement impactés par beaucoup d'aléas. Et donc on est sur des sujets de plus en plus sérieux, donc de plus en plus intéressants. Top. Mais écoutez, c'était top. Merci beaucoup pour cet échange. Et à la prochaine étape, Marianne. Non mais c'est pas facile de rebondir après ça en fait. C'est gentil. Alors Marianne, elle sait parce qu'elle m'écoute. Enfin, si, tu m'écoutes. Mais oui, je t'écoute, bien sûr. Je suis un bookworm, donc je lis énormément. Donc, je demande toujours à mes invités une recommandation d'un livre. C'est pas forcément un livre en lien avec ce dont on a parlé. Top. Marianne ? Tu l'avais pas préparé ? Si, en vrai, j'avais quand même regardé. Non, et moi j'ai eu récemment la BD de La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Imprononçable. Ouais, c'est pas facile à prononcer, je n'étais pas sûre, mais voilà. Wohlleben. Wohlleben.
Donc après, Super bouquin, par peu contre. importe. Mais bon. Ok. Et donc il a écrit le bouquin La vie secrète des arts, la vie secrète des animaux. Et il l'a fait après en BD, La vie secrète des arts. Et en fait, je trouve que c'est une très belle histoire de voir aussi, en fait, comment les autres êtres vivants aussi vivent et interagissent ensemble. Et enfin, nous, on perturbe un petit peu tout ça, mais en fait, c'est passionnant, c'est très bien écrit. En tout cas, même la BD est très belle en termes de dessin. Donc voilà, c'est un peu de biodiversité. Donc une BD. d'adaptation. Donc Merci. les BD, c'est Tintin avec les enfants, mais c'est pas Tintin que j'ai choisi. Un super bouquin chez Odile Jacob qui s'appelle La troisième voie du vivant, d'un biologiste qui s'appelle Olivier Amand, qui finalement réinvente la façon dont on conçoit la résilience en disant finalement le bon exemple pour nos entreprises, c'est le vivant, tel qu'on l'observe, c'est l'écosystème. Et donc il est sur l'idée qu'il faut passer d'un diktat de la performance, tel qu'il l'appelle, qui est le nôtre actuellement en France, dans nos économies, à un diktat de robustesse. En tout cas, un paradigme de robustesse. Donc c'est un super bouquin, couvre vraiment les chakras. Donc La troisième voie du vivant d'Olivier Amand. Merci Marianne, merci Antoine d'être venu sur FinScale. Et Merci. à Merci bientôt. Solène pour À bientôt. l'invitation. À Salut. bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.